Vous ne pouvez pas passer un seul jour sans avoir un impact sur le monde autour de vous. Ce que vous faites fait une différence et vous devez décider quel genre de différence vous voulez faire. Jane Goodall. Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'émission Bâtisseurs de monde, le podcast des dirigeants qui veulent choisir leur impact relationnel. Je suis Franck-Joseph Morin, coach, psychopraticien du lien et superviseur de dirigeants, et j'accompagne les dirigeants, les fondateurs et les entrepreneurs qui veulent associer performance économique et performance relationnelle. Ici, pas d'injonction ou de recette prête à l'emploi, mais plutôt un espace, un pas de côté, pour vous donner envie de faire enfin face à vos enjeux relationnels. Car j'en suis convaincu, vos plus grands défis sont toujours relationnels. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bâtisseurs de monde. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sophie Le Tourneau, business coach, pour parler des enjeux relationnels des entrepreneurs. Nous explorerons aussi les ressources que les coachs peuvent retirer d'un espace, telles que la supervision, pour justement accompagner ses clients si particuliers dans leurs défis complexes. Bonjour Sophie. Bonjour Franck. Sophie, tu es business coach et consultante de métier et tu diriges Coaching Time, ton cabinet dédié à l'accompagnement des dirigeants de TPE et de PME pour les aider à relever leurs plus grands défis selon toi, développer une activité de manière pérenne et rentable. Pour cela, tu t'es formé au business coaching aux États-Unis en 2012 et au coaching systémique avec Alain Cardon en 2014. Tu n'es pas étrangère au monde de l'entreprise non plus puisque tu as évolué pendant 20 ans à des postes opérationnels et des postes de management au sein de cet univers-là. Ça t'a d'ailleurs permis d'observer et de comprendre les attentes et les besoins des managers, et tu en as fait un de tes sujets actuels de prédilection dans tes accompagnements et tes formations centrés sur le leadership et la boîte à outils du manager. Ta curiosité naturelle et ton envie de transmettre et d'aider les jeunes entrepreneurs t'ont encouragé à créer et lancer ton podcast La Voix du Business, qu'on peut écouter et télécharger sur toutes les meilleures plateformes. Ce podcast est pensé comme une boîte à outils sur des sujets de préoccupation majeure, le temps, l'argent et les équipes. Sophie, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à ce portrait ? Merci d'abord Franck pour cette belle présentation. Je crois que tu as à peu près tout dit. Et effectivement, peut-être une petite chose complémentaire qui permet de faire le lien justement avec mon accompagnement dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai créé 2 entreprises, une première dans le recrutement en 2004 et j'ai travaillé dans cette entreprise avec des équipes pendant presque 8 ans. Et une deuxième qui est donc Coaching Time, qui est l'entreprise dans laquelle je suis actuellement et qui propose des services d'accompagnement à la fois en mode coaching et formation. Sophie, comme on vient de le voir, ton champ d'exploration et d'intervention, c'est donc le monde de l'entrepreneuriat. Je vais te poser une première question basique et traditionnelle. Qu'est-ce qui, à ton avis, motive un individu normal à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale au vu de tous les défis à relever ? Alors effectivement, c'est une vraie question que se posent ou ne se posent pas au démarrage d'ailleurs les entrepreneurs. Quand je pose la question à mes clients, lors d'une première séance d'alignement, je me rends compte que les raisons peuvent être tout à fait différentes d'une personne à l'autre. Certains vont me dire qu'il y a cette volonté de créer quelque chose, c'est-à-dire mettre en place, développer une activité ou un produit qui ait du sens, avec cette volonté d'apporter quelque chose au marché, et peut-être aussi cette envie de laisser une trace. Et je pense qu'ici, les notions qui sont derrière ça, c'est peut-être des notions d'ambition, de réalisation, et qui vont primer sur le reste. Je pense juste je donne un exemple parce que c'est toujours intéressant. J'ai un de mes clients, par exemple, qui a créé des formations à l'urgence en utilisant la simulation in situ. C'était un médecin au départ, un professeur, et il a créé cette société parce qu'il pense qu'aujourd'hui, les soignants doivent être accompagnés dans des périodes exceptionnelles, comme celles que nous avons traversées, par exemple, ces derniers temps. Voilà, donc là, derrière cet exemple-là, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'amener quelque chose de différent avec véritablement la notion de sens. Il y en a d'autres pour qui il y a peut-être plus cette notion de liberté,
Quand je dis liberté, je fais référence au fait de ne pas dépendre d'une organisation ou d'une hiérarchie. Ceci est davantage vrai pour des indépendants ou des freelances. Je pense notamment à des clients qui sont dans le monde de la création, des artistes, des créatifs, qui sont plutôt dans cette logique-là et qui souhaitent vraiment travailler en indépendant. Et puis pour beaucoup, le choix a aussi pu se faire un peu par défaut. Parce qu'au départ, c'est une rencontre, hein, c'est un projet, et puis on rencontre voilà, une personne avec qui on décide de se lancer et de démarrer ce projet. Et voilà, on décide de s'installer ou pas en indépendant et plus si affinité, mais sans véritablement avoir pensé au long terme. Voilà, donc c'est seulement au fur et à mesure et à l'avancée du développement de l'aventure que ces entrepreneurs, ces dirigeants prennent toute la mesure des enjeux et des nombreux défis à relever dont ils n'avaient pas forcément conscience au départ. On ne naît pas dirigeant, on le devient. Exactement. Dans ton expérience, d'ailleurs, quels sont les 2 défis majeurs sur ce chemin de devenir dirigeant pour un entrepreneur ou pour le dirigeant d'une petite entreprise? Quels sont les 2 défis majeurs qu'ils doivent relever? Alors, majeur ou pas, je sais pas, mais en tous les cas, ce qui me parle le plus par rapport à mon expérience et au retour que je peux avoir, ça serait le premier, c'est vraiment de faire prendre conscience aux dirigeants qu'il a un deuxième métier, au-delà de son métier d'expert, hein, qui est effectivement son propre métier et qui souvent l'amène à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce deuxième métier, en fait, c'est son métier de chef d'entreprise. Et c'est un métier à part entière, hein, et c'est un métier sur lequel les dirigeants n'ont pas appris à développer ces compétences-là. Et il y a des compétences évidemment qu'il est important de travailler, sur lesquelles il est important peut-être d'être accompagné, parce qu'encore une fois, ça va les obliger à sortir de leur zone de confort. Et donc, quand on est happé par le quotidien, quand on travaille sous pression et dans l'urgence, on a toujours tendance en fait à faire ce qu'on sait faire et donc à se centrer encore une fois sur la production et pas forcément sur les sujets de vision, de stratégie, etc. qui sont véritablement les enjeux forts aussi d'un chef d'entreprise. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième, tu en as parlé tout à l'heure, évidemment il est lié au premier, mais le deuxième défi, c'est donc de faire en sorte que cette activité devienne pérenne et rentable. Et pour ça, il est important de penser à structurer et à développer l'entreprise dès le départ. Ça va nécessiter peut-être de passer par les étapes fondamentales, comme par exemple réfléchir à la vision, réfléchir aux objectifs ambitieux, réfléchir effectivement réfléchir au pourquoi, voilà, le fameux pourquoi, le fameux why, et derrière pouvoir dérouler le comment. Et le comment, c'est pareil, ça ne va pas se faire comme ça au petit bonheur la chance. Penser peut-être justement marché, penser concurrence, penser produit, penser prix, penser stratégie commerciale. C'est important d'avoir ces éléments au démarrage pour pouvoir après dérouler cette feuille de route beaucoup plus facilement. Et puis, encore une fois, si on a la destination qui est posée, ça sera plus simple et plus facile de pouvoir réajuster facilement dès lors qu'on prend un chemin de traverse qui peut ou pas fonctionner. Parce qu'encore une fois, les objectifs, ils ne sont pas figés dans le marbre. Les objectifs à court terme, c'est aussi le principe. Ils sont là pour être réajustés à tout moment. Voilà, donc pour moi, c'est les 2 grands défis principaux. Rendre une activité pérenne et derrière pouvoir accompagner le chef d'entreprise sur son deuxième métier. Et tu dis même, peu importe que le chemin soit long, l'essentiel est de savoir que l'on va dans la bonne direction. Oui, effectivement, parce que c'est cette notion de cap et de direction qui sera en quelque sorte la destinée et la trajectoire de l'entreprise et de l'entrepreneur. Et je ne suis pas sûre que se connecter à sa vision pour pouvoir justement donner ce sens qui fait qu'on pourra toujours dépasser les fameuses embûches dont je parlais tout à l'heure, dépasser les difficultés, garder cette énergie quotidienne
qui sera tourné vers cette réalisation future soit quelque chose d'inné. C'est pas simple en fait de travailler ce processus de vision. C'est pas simple parce que ça va demander dès le départ de se poser les bonnes questions, de prendre le temps de se poser tout simplement. Mais c'est essentiel parce que si on n'a pas une idée précise de là où on veut aller, bah, c'est toujours plus compliqué d'y arriver. Et est-ce que tu ferais une différence entre des entrepreneurs d'aujourd'hui et des entrepreneurs d'hier, en quelque sorte? Est-ce que tu remarques une différenciation générationnelle dans cette aventure? Alors oui, effectivement, la jeune génération est beaucoup plus aidée sur ces sujets-là parce que, dans toutes les grandes écoles, que ce soit d'ailleurs les écoles de commerce, mais aussi les écoles d'ingénieurs, en master 2, il y a souvent les fameux modules entrepreneuriat qui vont leur permettre vraiment de penser l'entreprise comme un entrepreneur et comme un chef d'entreprise. Et donc, on va commencer à les faire travailler sur ces notions de vision à moyen et long terme, enfin à long terme et à moyen terme, plutôt dans ce sens-là. Et on va leur donner de plus en plus ces outils pour les aider à penser produit, à penser marché, etc. C'est pas par hasard que les grandes écoles d'ingénieurs ont aujourd'hui tous mis en place un double cursus et un double diplôme avec les écoles de commerce, les grandes écoles de commerce, HEC, ESSEC, etc. Parce qu'effectivement, quand on choisit le monde de la finance ou le monde de l'entrepreneuriat, il faut avoir quelques bases en matière justement de marketing, de stratégie commerciale, etc. Donc ces jeunes entrepreneurs sont accompagnés dès le démarrage. Et aujourd'hui, dès lors qu'une start-up décide de lever des fonds, ben, par exemple en passant par BPI, ils mettent automatiquement un programme d'accompagnement en place sur ces sujets-là. Mais donc, tu dirais quel est leur besoin d'accompagnement quand ils s'installent, ou de quoi ils ont besoin, puisqu'ils semblent avoir toute la boîte à outils dès le départ, de quoi ils ont besoin en plus au moment du lancement de l'entreprise? Alors, les jeunes startups, enfin les jeunes entrepreneurs, ils ont moins de besoins que les autres, mais en fait, malgré tout, quand on regarde les études, et notamment les startups qui n'ont pas réussi à passer le fameux cap des 3 ou des 7 ans, c'est parce que le dirigeant était encore trop centré sur le produit et trop centré sur la production, etc., et pas suffisamment sur les autres éléments, euh, comme par exemple, encore une fois, la vision et le management. Parce qu'à un Ah, moment donné, quand l'entreprise hmm, commence à se développer, le rôle du dirigeant n'est plus d'être sur le produit. Il est hmm. véritablement ailleurs. Donc ça, ce serait le premier conseil que tu pourrais donner à un jeune entrepreneur qui se lance. Mais quels autres conseils ou quel autre conseil pourrais-tu lui donner au démarrage de son activité? Alors, le premier conseil, si le travail n'a pas été fait au démarrage, c'est vraiment, encore une fois, réfléchir à sa vision. Euh, les entreprises qui véritablement réussissent dans ce monde-là sont celles qui ont, dès le départ, réfléchi au fameux why, au fameux pourquoi, en essayant vraiment de se projeter à moyen et long terme. C'est vraiment le premier conseil que j'aurais tendance à donner. Et puis, si jamais, évidemment, ils ont pensé association avec quelqu'un d'autre, parce que souvent, on n'est pas seul, alors là, ça va être important de se poser la question de l'alignement avec les associés, à la fois sur le projet à long terme, mais aussi sur le pourquoi de cette association. Qu'est-ce qui va les rapprocher en termes de valeurs, en termes de compétences? Qu'ont-ils en commun? Ou au contraire, qu'ont-ils de différent? Et est-ce que ces différences sont plutôt une force ou un risque? Ces questions-là méritent véritablement d'être exploitées. Cette étape va demander évidemment de voir loin. C'est pas évident parce qu'il faut Hmm, voilà, avoir envie hmm, de se projeter sur 3 ans, 5 ans, etc. Et bien sûr. souvent, un entrepreneur, encore une fois, dans le feu de l'action, il va avoir tendance à réagir sur l'urgence. Hmm. Euh, et cela demande aussi du courage. Parce que c'est aussi en se posant ces questions, ces moments de vérité, qu'on va pouvoir se répondre véritablement à la question: est-ce que je fais bien de m'associer avec telle ou telle personne? Est-ce Hmm. que on a suffisamment de points communs? Est-ce que finalement on se retrouve sur les choses essentielles, c'est-à-dire sur ces fameux objectifs ambitieux, sur les valeurs fondamentales de l'entreprise?
Est-ce que on est d'accord que ces objectifs professionnels sont aussi là pour servir nos objectifs personnels, qui sont pas forcément les mêmes pour l'un et pour l'autre. Mais faire cet exercice-là, ça me paraît indispensable. Mm. Et puis c'est aussi le moment de définir peut-être aussi le mode de fonctionnement. Parce que si ça c'est pas défini au départ, il y aura à un moment donné probablement des blocages en termes de prise de décision. Et ça risque donc de ralentir la prise de décision et ça va forcément aussi ralentir le développement de l'entreprise. Donc ces questions-là, pour éviter justement les blocages, voire plus l'implosion, l'explosion, à terme, c'est de prendre le temps au démarrage de se poser seul ou à plusieurs si on est effectivement dans une logique d'association. Donc, prendre le temps de se poser, réfléchir au why, définir le projet, ne pas trop se concentrer sur le produit. Et puis, en cas d'association, travailler sans cesse cet alignement, à la fois sur le contenu, j'entends, sur l'objet de l'entreprise, mais également sur les processus, c'est-à-dire sur la manière dont on va fonctionner ensemble. Donc, ça fait effectivement dès le départ un bon package à Oui. mettre en place. C'est dense dès le départ. Et si je reviens par curiosité sur ta réponse précédente, justement, sur tout ce qu'amènent les écoles de commerce aujourd'hui dans ce parcours entrepreneurial, sans porter de jugement, bien entendu, au cursus, mais est-ce que tu penses que dans leur parcours de formation, les jeunes entrepreneurs développent toutes ces choses-là, ou est-ce que ça doit se développer, ou est-ce que ça se développe au fur et à mesure entre le départ de l'aventure entrepreneuriale et sur les années qui suivent? Alors, ils vont avoir une espèce de méthodo, de process, etc. Mais après, rien ne vaut l'expérience, les embûches, etc. Parce que c'est aussi en se frottant à la réalité qu'on apprend de ses erreurs et qu'on grandit. Encore une fois, tu le disais, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et pour le devenir, c'est important justement d'expérimenter ce qui fonctionne moins bien. Et surtout, ce qui n'est pas encore dans la culture française, c'est la fameuse culture de l'échec, c'est-à-dire que un entrepreneur qui se trompe au démarrage, c'est pas très grave. Il va forcément apprendre de ses erreurs et c'est comme ça aussi qu'on construit et qu'on développe son entreprise et qu'on devient plus fort. Et ça, je pense que l'entrepreneur l'apprend seul, parce que c'est pas les grandes écoles qui nous apprennent justement à nous dire si vous vous êtes planté, c'est super. Contrairement aux États-Unis où quand tu vas voir un banquier ou même un recruteur, ou même quelqu'un qui a pour lever des fonds, la première question qui te pose, c'est combien de fois vous vous êtes trompé, combien d'échecs avez-vous eu dans votre vie précédente? D'accord. Parce que l'échec fait partie en fait du processus de développement. Ok. En même temps, ce que tu dis, ça résonne chez moi, moi, j'ai une affinité particulière pour le monde du vivant, et le monde du vivant a toujours fonctionné par essai-erreur. Ah ouais. Et d'ailleurs, la recherche fondamentale fonctionne par essai-erreur aussi. Donc, c'est un peu un mode naturel d'évolution et de développement, essai-erreur. Donc, c'est Alors, intéressant de le poser dans le monde de l'entreprise aussi. et aujourd'hui, je pense que ça fait écho aux jeunes entrepreneurs et notamment au mode agile, parce que le principe du mode agile, c'est ça, c'est fonctionner par itération, par petits cycles, pour tester, mesurer et corriger. Donc voilà, les entreprises du mode agile sont dans cette dynamique-là. Ça vient des pays nordiques et des États-Unis, ce mode de fonctionnement, et ça devient de plus en plus ancré en fait dans le quotidien des jeunes entrepreneurs. Mais c'est assez récent malgré tout. J'entends. J'entends, et ça m'amène sur ma prochaine question ou la prochaine exploration qu'on pourrait faire ensemble. C'est, comme tu le sais, Bâtisseur de monde, c'est un espace dédié aux enjeux relationnels et à la performance relationnelle des dirigeants. Si je te dis enjeux relationnels dans ce contexte d'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça t'évoque? Ben, en fait, ça m'évoque une chose assez évidente pour moi, peut-être aussi pour toi, mais peut-être pas toujours aussi pour les entrepreneurs, c'est de prendre en compte dès le départ ces enjeux relationnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, poser le mode de relation, le mode de communication entre associés. C'est pas, encore une fois, c'est pas simple parce que quand on n'est pas d'accord, si on s'est associé par exemple par amitié, ça arrive.
on est deux potes, on sort de l'école, ou deux femmes, on sort de l'école. Voilà, on a adoré bosser ensemble quand on était étudiant, on va faire un truc, etc. On a développé des relations amicales, voilà, où l'émotionnel parfois prend le pas sur le reste. Comment se dire les choses quand on n'est pas d'accord? Alors, ça demande du courage, mais au-delà de ça, je pense que ça demande de définir un cadre dès le départ. Si ce cadre est défini, ça sera beaucoup plus simple de pouvoir voilà, se dire les choses quand ça va pas, parce que les choses auront été posées au préalable. Et dans ces cas-là, on rentre dans un mode et dans un processus qu'on a défini. Euh, Ça je crois fait qu'il y a écho aussi à une la autre chose. fameuse bulle de régulation dont je parlais dans un de nos précédents échanges, je pense, hein. C'est intéressant qu'on nomme les choses différemment, mais en fait, c'est cet espace dans lequel on va pouvoir régler et réguler la relation. Je trouve que c'est très Oui, tout à intéressant de fait. regarder comme ça. Et je pense qu'il y a un point qui est vraiment important quand on veut travailler justement cette relation à l'autre, cette communication, cette régulation, c'est de penser valeurs. Parce que les valeurs, plus qu'on l'imagine, rapprochent les gens. Quand on a des valeurs de transparence, quand on a des valeurs d'honnêteté, quand on a des valeurs de bienveillance, etc., eh bien, c'est plus facile justement de partager des sujets difficiles Mm. quand on est à l'opposé voilà, de ces sujets-là et de ces valeurs. Et c'est pour ça que moi, j'incite toujours mes clients, quand ils démarrent, euh, à travailler ce fameux processus de la vision dans lequel il y a la raison d'être de l'entreprise, la mission et les valeurs. Mm. Et souvent, les chefs d'entreprise, les dirigeants disent oui, enfin, les valeurs, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Eh bien non, pour moi, c'est un des fondamentaux. Mm. Parce que c'est ce qui va permettre, encore une fois, de se retrouver en tant que dirigeant, mais pas que. Quand derrière, on va développer l'entreprise, qu'on va recruter des collaborateurs, etc., ça me paraît aussi essentiel de recruter sur des valeurs communes. Mm, 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 mm. Parce que, encore une fois, c'est le principe de l'organisation et de la systémie. Si la communication, j'allais dire, au sommet de la pyramide, même si ce n'est pas aujourd'hui une organisation pyramidale, mais si la communication en haut fonctionne bien, il y a de fortes chances pour que ça fonctionne bien avec les collaborateurs. Mais si dès le départ, la communication en haut est bloquée, qu'est-ce qui va se passer? Ça va bloquer partout. Ben voilà. Très probablement. Disons que ça va se désajuster d'engrenage en engrenage jusqu'à ce que la machine casse la plupart du temps. Donc il y a un vrai risque. Et puis, j'entends encore une fois comment tu reviens sur le fait que le produit au centre de l'entreprise, l'objet de l'entreprise ne fait pas tout, qu'il y a d'autres dimensions à prendre en considération dès le départ. Et est-ce que tu penses que justement dans ce cadre-là, le rôle du dirigeant reste le même une fois que tout ça s'est posé? Est-ce que ça évolue au cours de la vie de l'entreprise? Bien sûr, au démarrage, le dirigeant, comme tu le disais très justement, il est un peu sur tous les sujets, sur tous les fronts. Mais la réussite d'une entreprise, si au départ, c'est effectivement avoir pensé quand même à un produit qui répond à un besoin et à une attente du marché, le développement et la réussite de l'entreprise, par la suite, ne sera pas seulement par rapport au produit, mais aussi par rapport au rôle du dirigeant, comment il va accompagner ses équipes à développer l'entreprise. Et pour moi, le rôle du dirigeant, lorsque l'entreprise commence à se développer, c'est de rester évidemment centré sur et focus sur sa vision, c'est-à-dire sur son ambition à 4-5 ans avec une stratégie forte qui est pensée. Avoir en tête bien évidemment la feuille de route pour que les équipes puissent décliner cette feuille de route, mais lui, le dirigeant, encore une fois, c'est de donner le là dans ses enjeux relationnels et donc de jouer véritablement son rôle de leader et de manager. Hmm, hmm. Donc, il y a un travail, j'entends, que le dirigeant doit faire pour l'entreprise, poser la vision, tenir le cap, etc., etc. Et puis, il y a un travail qu'il doit faire pour lui-même dans sa propre évolution en tant que dirigeant au sein de cette entreprise. Ouais. Et j'imagine que ce que tu dis pour un dirigeant, c'est valable pour un groupe d'associés ou un groupe de dirigeants, une Oui, gouvernance. oui, oui, tout à fait, parce que pour moi, le schéma vertueux d'une entreprise, c'est le dirigeant qui s'occupe de ses équipes, les équipes s'occupent des clients,
et les clients, s'ils sont bien traités par les équipes, etc., le rendent à l'entreprise. Mm. Donc en fait, le cercle vertueux, il passe comme ça. Et les dirigeants qui justement euh, sont là et s'occupent des clients, eh ben, en fait, ils font toute une impasse, ils font toute l'impasse sur Leurs les équipes. équipes. Mm. Il y a un Les, concept le- qui a été développé comme ça, qui s'appelle la symétrie de l'attention, c'est-à-dire les équipes vont répercuter à l'extérieur l'attention qu'on va leur donner à l'intérieur. Et avant de faire attention aux clients, il faut presque faire attention aux équipes c'est ça, d'abord. Ouais, c'est c'est ça. ça. Et justement, si tu veux nous donner des exemples concrets, ce serait quoi pour toi les plus grands enjeux relationnels auxquels tu as eu à aider, pour lesquels tu as eu à aider tes clients? Alors oui, je peux donner des exemples. Je vais en donner plusieurs. J'ai accompagné par exemple un client un certain temps sur des sujets de développement commercial et de management parce que il arrivait à un point où il arrivait plus à développer, à aller au-delà. Euh, et en fait, ils étaient deux dirigeants. Ils se sont associés au départ sur un ensemble de compétences et de projets. Et lorsqu'il a fallu travailler justement sur les sujets de stratégie commerciale, eh bien, quand on parle stratégie commerciale, on va parler plateforme de marque. Et quand on parle plateforme de marque, on va parler encore une fois vision, mission, spécificité, c'est-à-dire en anglais ce qu'on appelle la Unique Selling Proposition, l'USP. Et là, évidemment, se reposer ces questions-là, enfin se poser ces questions-là si elles n'ont pas été posées au préalable, c'est compliqué parce que c'est difficile de construire en fait quelque chose a posteriori et on finit en fait à ce moment-là peut-être à se rendre compte qu'on n'est pas du tout d'accord sur les fondamentaux. C'est comme si on essayait en fait de construire une organisation sur un socle qui n'est pas solide. Voilà, ça donne un peu le sentiment de pédaler à reculons, quoi. Et on peut finir par y arriver, mais ça veut dire qu'il faut être prêt aussi à tout revisiter et peut-être à tout remettre à plat et à changer peut-être un certain nombre de choses, à la fois dans le fonctionnement, mais encore une fois aussi dans la vision et dans le positionnement. Voilà, donc ça c'est un sujet, c'est ma foi très riche et très intéressant, mais c'est très challengeant pour le dirigeant. Il faut aussi qu'il soit prêt à se remettre en cause sur ces sujets-là. J'imagine que ce n'est pas le moindre des défis. Tout à fait. Et ça peut Tu aurais d'ailleurs, un autre exemple ouais, il y a un autre exemple. Ouais. Alors, des entreprises par exemple que j'accompagne dès le démarrage, où on a travaillé justement ces processus de vision, de raison d'être. Et puis en fait, au fil du temps, l'entreprise évolue et puis la raison d'être peut aussi évoluer sans forcément qu'on en prenne garde, sans que les dirigeants en fait fassent véritablement attention. Les rôles et les responsabilités des uns et des autres, pareil, vont évoluer et ça va devenir en fait à la fois plus complexe, plus difficile. Peut-être parce que aussi, et c'est là où je crois vraiment que accompagner des dirigeants, c'est important, parce qu'à chaque étape, en fait, le dirigeant passe un cap et il est obligé de revisiter, encore une fois, les processus, le mode de fonctionnement, les rôles et les responsabilités. Et c'est là, oui, c'est important qu'il soit justement, comment dire, attentif à ça, pour qu'il puisse justement continuer à rester focus sur leur fameuse vision. J'ai des clients en fait, donc pour qui c'est arrivé, qui ont eu encore une fois la sagesse au démarrage de travailler ce processus-là, mais qui à un moment donné, les chemins se sont écartés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les associés n'étaient plus en accord et ils ont eu dans ces cas-là la sagesse aussi de se reposer les bonnes questions et de se dire est-ce qu'on est encore en phase ou pas? Et si on n'est pas en phase, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on se sépare. Et là, il y a peut-être une chose qui est toujours aussi, qui n'est pas prise en compte au démarrage, c'est de se dire, finalement, se séparer, c'est pas simple. Parce que ça laisse des traces. Ça laisse des traces d'un point de vue psychologique, émotionnel. Ça demande à la fois, encore une fois, du courage, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande du temps. Parce que, voilà, il faut que le deuil se fasse. Enfin, il y a quand même véritablement... on passe par ces moments-là. Et donc, c'est peut-être aussi important, si j'avais un conseil à donner, c'est qu'au démarrage, dans
qu'on pose un pacte d'associés. C'est-à-dire qu'on puisse aussi envisager que cette solution puisse être une issue, voilà, pour l'association, et que ça puisse se faire de la manière la plus sereine possible. Donc encore une fois, plus ça a été anticipé, plus c'est facile en fait à le vivre au moment T. Imaginer la fin dès le départ. Et justement, enfin, tu as parlé du nécessaire, de la nécessité pour le dirigeant d'être accompagné tout au long de sa vie pour justement pouvoir évoluer, affronter ces différents moments, non seulement de la vie de l'entreprise, mais aussi les siens propres. Et donc, c'est ton boulot, c'est là où tu les accompagnes, non seulement au début sur la vision, le cadre, les valeurs, etc., mais également au cours de leur vie, dans leur propre évolution de dirigeant. Tu accompagnes donc des systèmes complexes, parce que tout ce que tu viens de décrire, c'est quand même au cœur même de la complexité. Comment tu fais pour les accompagner sur tous ces terrains structurels, organisationnels, business, et ça? Est-ce que c'est pas beaucoup à prendre en charge pour une seule personne, pour toi? Alors, c'est beaucoup, mais en même temps, mon rôle n'est pas toujours le même aussi en fonction de la taille des entreprises et de là où se trouve l'entreprise au moment où je les accompagne. Quand je démarre, par exemple, avec un jeune entrepreneur qui veut structurer, développer son entreprise au démarrage, c'est-à-dire, je prends par exemple ça au moment où l'entreprise est peut-être créée depuis 1 an ou 2, j'ai construit un programme qui permet justement de réfléchir à l'ensemble de ces enjeux, ces fameuses étapes, moi j'appelle ça les 5 étapes du développement de l'entreprise. Et je vais les accompagner justement sur le cheminement pour poser sa vision et le processus de vision. Là, je les accompagne vraiment là-dessus parce que c'est, encore une fois, ça peut paraître un peu complexe et c'est long. Donc, c'est important qu'ils soient bien accompagnés là-dessus. Et après, je vais les accompagner aussi sur des sujets comme comment construire son business plan ou son budget prévisionnel. Voilà, des choses qui sont pas si compliquées que ça, mais qui sont en fait fondamentale. Réfléchir aussi au positionnement. Bon, voilà. C'est vrai que moi, j'ai aussi une expérience, une formation école de commerce, école de gestion, donc ça m'aide aussi de travailler ces sujets-là, bien évidemment. Après, je peux les accompagner aussi pour des entreprises qui sont déjà plus installées sur des sujets particuliers. Et là, je ne vais pas rentrer en fait dans le côté expertise de l'entreprise. S'il a besoin d'experts, il fera appel à des experts. Par exemple, je ne suis absolument pas la bonne personne pour travailler sa stratégie de communication. Je ne suis absolument pas la bonne personne pour travailler sa stratégie sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas la bonne personne pour travailler son site internet. Mais par contre, je peux le challenger sur où est-ce qu'il en est à ce moment-là, quel type de stratégie commerciale à développer, quels seraient justement les aider à réfléchir sur des sujets plus larges et plus globaux et les challenger un petit peu là-dessus. Mais dès lors qu'il va falloir rentrer dans le vif du sujet et dans le côté, encore une fois, expertise, je ne serai pas la bonne personne. Oui, Et dans ces tu es la cas-là, bonne personne pour les accompagner. voilà, Mais ton expertise ne se situe pas au niveau de la technique, en fait, c'est ce que tu es en exactement. train de Je ne me suis pas la dire. bonne Mais personne par pour contre, ça. au niveau de la vie du dirigeant. Donc, tu Voilà. es tout à fait la bonne personne pour accompagner un dirigeant. Oui, je suis la bonne personne pour accompagner un dirigeant, et d'autant plus si je vais l'amener à réfléchir sur des enjeux à moyen terme, sur des objectifs à 3 ans, des objectifs à 1 an, mettre en place justement cette feuille de route, l'aider à dérouler cette feuille de route de manière, encore une fois, à rester bien focus sur cette ambition-là. Je suis touché par le fait que ton activité, c'est du business coaching et je vois combien tu viens mettre dans le business tout ce qui peut le nourrir au-delà du produit, de l'objet de l'entreprise ou de la simple finance ou comptabilité. Tu nourris vraiment le business de toute l'humanité et de tout le vivant de l'entreprise, de son dirigeant. Oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, alors à la fois c'est des sujets de prédilection qui me sont chers, hein, et c'est des sujets sur lesquels j'ai été aussi formée, accompagnée, et je sais que les enjeux de communication, de relations sont essentiels dans l'entreprise. Donc je me suis formée aussi à des outils qui me permettent aussi de leur donner, encore une fois, des choses extrêmement pragmatiques et concrètes.
Mais je sais aussi que, comme je le disais tout à l'heure à juste titre, qu'à un moment donné, le dirigeant, son rôle, il est vraiment dans l'accompagnement de ses équipes. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va falloir l'accompagner sur des sujets de leadership. Alors, quand je parle leadership, je rentre encore une fois dans des choses assez concrètes et pragmatiques. Par exemple, aujourd'hui, il y a une chose que j'essaie de faire infuser en entreprise, c'est la culture du feedback. Voilà, la culture du feedback, c'est quelque chose qui est essentiel dans un management bienveillant. Et derrière, encore une fois, c'est un cercle extrêmement vertueux parce que les collaborateurs vont le rendre en s'engageant davantage, en étant davantage impliqués dans le processus comment dire, de relation avec les clients. Et ils vont aussi l'infuser au niveau des clients, donc ça va être aussi bénéfique. Voilà, donc, et pour moi, c'est primordial, c'est essentiel. Voilà, Justement, donc. si on se recentre sur toi et ton activité, enfin plutôt sur toi, quels sont tes propres enjeux relationnels dans ce métier, à toi? Bah, j'allais dire, c'est un peu la même chose que les enjeux relationnels de mes clients. Le premier enjeu pour moi, c'est d'être aligné entre ce que je suis et ce que je fais. On en a parlé tout à l'heure, un dirigeant, il doit être aussi aligné entre voilà, ce qu'il fait et ce qu'il est. Bah, moi, c'est la même chose, parce que ça va me permettre, encore une fois, ça va me permettre, pardon, de garder ma flamme d'entrepreneur, même dans les moments difficiles, parce qu'on a tous des moments, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que ce soit pour les entrepreneurs, mais aussi pour un coach qui est aussi quelque part entrepreneur de son propre business. Ça va me permettre de garder aussi cette énergie dont on a tous besoin pour pouvoir être efficace et performant aussi avec nos clients. Ça, c'est important parce que ça va effectivement impacter cette qualité relationnelle que j'aurai avec mes clients. Donc, moi, être aligné, être recentré, voilà, c'est des choses qui permettent d'être en phase avec mes clients. Même si, parfois, parce que ça peut aussi arriver, j'ai besoin de me protéger de relations parfois un peu difficiles avec certains clients, d'où l'importance d'être aligné. Et aujourd'hui, je pense que je ne fais pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire au démarrage, c'est-à-dire que dès le départ, quand je vois qu'il y a une relation qui pourrait être difficile avec un client, peut-être parce que c'est une relation toxique ou autre, eh bien, je préfère dès le départ ne pas accompagner ce type de client. C'est un choix et parfois c'est un luxe, mais il me semble effectivement essentiel. Je résonne beaucoup avec ça. Mais justement, des fois, en tant qu'indépendant, on est un peu tout seul face à tous ces choix, à toutes ces décisions, ces défis, hein. Et de ta performance peut dépendre parfois celle de tes clients. Comment tu fais pour rester en énergie, pour continuellement amener cette énergie à tes clients? Quelles sont tes ressources à toi? Alors, la première, c'est mon énergie parce qu'effectivement, j'ai beaucoup d'énergie, mais en même temps, l'énergie, il faut la nourrir, hein. On est bien d'accord. Voilà, cette énergie, elle a besoin d'être nourrie. Donc, elle a besoin d'être nourrie et ben, je fais comme ce que je préconise à mes clients, c'est-à-dire que je me fais accompagner. Je suis assez bien entourée et je crois que c'est indispensable, notamment quand on travaille seul. Je suis accompagnée par un coach sur la partie business. Et puis, je suis accompagnée aussi par des groupes, hein. Je fais partie d'un mastermind. Le mastermind, c'est un principe en fait comment dire, de réunion collective. C'est puissant parce qu'en fait, on partage et on reçoit l'énergie des uns et des autres. C'est un groupe de pairs, de femmes entrepreneurs, pour qui en fait les pratiques d'échange et de partage sont au centre de la dynamique. Je fais partie aussi d'un groupe de méditation. Alors, ça, c'est quelque chose qui est assez récent, mais qui en fait, me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et je me rends compte à quel point, en fait, je me recentre et je me nourris, en fait, avec cette méditation. Donc, c'est une approche spirituelle sans que ce soit religieux, hein. Quand je parle de spirituel, c'est l'énergie qui est en moi. Comment me centrer véritablement sur mes besoins, ma propre énergie, mes propres bienfaits. Et aussi, et ça je le pratique aussi beaucoup avec la méditation,
apprendre à apprivoiser en fait ses émotions, notamment comme la peur, la colère, parce que un entrepreneur, il passe aussi par des périodes difficiles, donc des périodes de peur. Et ces périodes de peur, en fait, il ne faut pas les mettre sous le tapis. C'est véritablement important de s'y connecter, de se connecter à sa peur pour pouvoir passer au-delà de cette peur. Donc voilà, donc tout ça, c'est pour moi extrêmement précieux. Et puis dans ma pratique de coach, je suis supervisée parce que ça aussi, on est parfois malmené, hein, je le disais, par des clients difficiles ou tout simplement par des situations qui peuvent nous dépasser. Et c'est vraiment important dans ces cas-là d'être supervisé. C'est quoi pour toi la supervision, justement? Eh bien, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est un espace de respiration indispensable pour prendre de la hauteur justement sur ces situations difficiles. Et ça, ça fait un bien fou, hein. Je veux dire, quand on sort d'une séance comme ça et qu'on a pu poser un certain nombre de choses, on repart, j'allais dire, comme un peu lavé et nettoyé. C'est aussi un moyen de développer sa pratique de coach. Voilà, ça fait un effet miroir avec son superviseur et donc ça nous renvoie aussi justement dans notre pratique ce qui peut être amélioré. Et puis, ça permet aussi de réfléchir à des situations vécues pour en faire des apprentissages et pour pouvoir ancrer ces apprentissages dans mon activité professionnelle. Une expression qui me vient en t'écoutant depuis tout à l'heure, sur justement là où les endroits où tu vas chercher des ressources et puis la manière dont tu parles des dirigeants, c'est la puissance de l'altérité. Et quand tu parles de la supervision, j'ai envie de dire la puissance de l'altérité réflexive, c'est-à-dire comment c'est à travers l'autre que nous nous révélons presque, et comment le dirigeant ou l'entrepreneur va pouvoir se révéler et se développer donc à travers toi, et comment toi, pour mieux l'accompagner, tu vas pouvoir aller te révéler et te développer dans l'altérité auprès de quelqu'un d'autre, que ce soit un groupe, que ce soit un individu, un superviseur, un mastermind ou autre. Je trouve que ça met quelque chose de fluide, de dynamique, de vivant là aussi. Hein. Alors, je te le confirme, et d'ailleurs, moi, j'ai appris à être très attentive à ça avec Alain Cardon, qui nous disait tout le temps, c'est vos clients qui vous apportent vos problèmes. Et en fait, à chaque fois, effectivement, je me souviens, c'était un cycle de coaching qui était assez intense et assez très challengeant. Et à chaque fois qu'on faisait des exercices et qu'on était justement en situation de coach et de coacher, la situation que m'apportait le coaché, c'était des situations en fait qui me parlaient mais à 100%. Cette fameuse notion de synchronicité, c'est-à-dire que effectivement le client nous apporte nos propres limites ou nos propres ou à l'inverse nos propres développements. Tu vois, et ça, mais c'est tous les jours. Et moi, je remercie toujours à la fin d'un coaching mes clients en me disant merci encore, vous m'avez fait grandir. Formidable. Et l'autre jour d'ailleurs, on faisait une tripartite et la personne m'a dit je comprends pas très bien, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et je lui ai expliqué, je lui ai dit effectivement, en fait, tout ce qu'on traite, c'est quelque chose aussi qui... alors, c'est pas toujours... évidemment, il faut aussi apprendre à s'en défaire, mais quelque part, ça nous renvoie effectivement dans nos propres limitations. Et nos propres possibles. Et nos propres possibles, donc nous permet de grandir. Nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien. Justement, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec les auditeurs de Bâtisseurs de Monde? C'est un peu ton mot de la fin, ton expression libre. Et puis, une question traditionnelle que je pose à tous les intervenants, c'est quel thème est-ce que tu aimerais voir traité dans un des prochains épisodes de Bâtisseurs de Monde? Alors, la première question, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec les auditeurs? J'ai envie de leur partager, j'ai envie de leur dire que tu fais un travail formidable sur les enjeux relationnels. Et comme tu le dis si bien, je te cite, que la relation est l'alpha et l'oméga de toute construction individuelle et collective. Et que, notamment à travers ton podcast Bâtisseurs du Monde, tu les aides à cheminer sur ces sujets-là. Et je les encourage vraiment à écouter tes podcasts qui sont passionnants, et plus si besoin. Donc je trouve que voilà, ce travail un peu de pédagogie
plus que de pédagogie, les inciter à cheminer encore une fois sur ces sujets et ces enjeux sont essentiels. Voilà, donc c'est ça que j'aurais envie de leur partager. Merci beaucoup, je suis touchée. Et puis, oui, alors les questions subsidiaires, j'imagine que ça va être traité peut-être à un moment donné ou à un autre, mais moi je trouve que il y a des choses sur lesquelles on a toujours du mal à se protéger et on n'y fait parfois pas du tout garde, ça nous tombe dessus comme ça. C'est les relations toxiques. Parce qu'on ne sait pas les détecter et quand on les détecte souvent c'est trop tard. Il peut y avoir des burn-out dans l'entreprise vraiment par des managers toxiques et je pense que c'est vraiment important à la fois de savoir les détecter et de pouvoir s'en préserver. Donc je serais voilà, ravie si un jour tu pouvais traiter ce sujet-là. Avec grand plaisir. Sophie, nous arrivons à la fin de notre échange. Je te remercie énormément d'avoir répondu à mon invitation, de t'être prêtée à ce jeu de questions et de réponses, d'échanges sur ton expertise et d'avoir partagé avec nous ton champ d'exploration et d'intervention, l'entrepreneuriat et l'accompagnement des entrepreneurs. C'est passionnant. Je suis sûr que nous n'en avons pas dit le tiers et qu'il y aurait encore énormément de choses à dire. Alors justement, si certains de nos auditeurs veulent te contacter pour continuer à échanger sur ton expérience, comment peuvent-ils te joindre ? Alors, ils peuvent me joindre sur mon site, en fait, il y a toutes les informations. Donc, mon site, c'est lavoixdubusiness.mykajabi.com. Je l'ajouterai dans les crédits du podcast. Voilà, ils peuvent m'écouter évidemment sur toutes les plateformes de streaming avec La Voix du Business, le podcast La Voix du Business, où je délivre voilà, des conseils et des astuces. Et puis sinon, sur mon site, il y a toutes mes coordonnées, mon mail et mon téléphone. Donc, ils n'hésitent pas à prendre contact avec moi. Je serais ravie voilà, d'aller plus loin avec eux si besoin. Super. Et puis, j'imagine qu'on peut te retrouver sur le Les réseau réseaux social sociaux. des professionnels, LinkedIn. Oui, tout à fait. Sophie, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Franck et merci beaucoup pour cette invitation. Au revoir. Au revoir et bonne continuation. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseurs de monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le diffuser le plus largement possible. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube Mycelium Consulting ou à Bâtisseurs de monde sur vos plateformes d'écoute préférées. Nous pouvons également nous retrouver sur le site internet mycelium-consulting.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un message à franck@mycelium-consulting.com pour me faire part de vos feedbacks et de vos suggestions de thèmes pour d'autres épisodes. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur vos plateformes de streaming préférées en audio ou en vidéo pour continuer à explorer votre impact relationnel dans notre prochain épisode. Merci et à bientôt.